Vivre ma ville doit-on donc réinventer notre vie, réinventer notre ville? Pour cette thématique, puis-je vous demander d'accueillir avec moi 3 personnalités. Je vais commencer par la jeune femme qui va participer à ce regard croisé. Pauline Ponce, historienne de l'art. Monsieur Denis Gancel, président de l'agence W, qui fait partie du groupe Havas, et monsieur Carlos Moreno, enseignant, chercheur à la Sorbonne, pionnier de la ville quart d'heure. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les 3 d'être présents. Monsieur Gancel, j'aimerais démarrer avec vous. Vous êtes normand, oui. Né à Fécamp, président de l'agence W, elle fait partie du groupe Havas, c'est une agence de branding, architecture, communication. Vous êtes juriste de formation et vous êtes passionné de jazz. Vous avez constitué un quartet qui joue d'ailleurs vos compositions, et vous dites le théâtre n'est pas très éloigné du jazz, précisément parce que dans le théâtre, dans le territoire, il y a une identité collective, il y a une mélodie, il y a une musique commune sur un territoire, de la même façon que l'on peut le retrouver sur un quartet de jazz. Vous affirmez dans votre dernier livre, Lettre d'adieu au marketing, que finalement le marketing a trop bien réussi dans nos villes. Nos villes sont devenues pratiquement invivables. C'est votre constat, ça c'est moi qui le dis, mais c'est votre constat ou pas? Oui, je crois que c'est le constat de tout le monde. D'abord, je voudrais dire que je suis très heureux d'être ici, effectivement, presque sur mes terres, de l'autre côté de l'eau. Écoutez, j'ai pu le dire dans la masterclass de tout à l'heure, le marketing est comme un génie qui est sorti de sa lampe. Et il a parfaitement accompli sa mission. Sa mission, vous la connaissez, c'est celle du plan Marshall 1947. Il faut relancer d'urgence la consommation et les économies occidentales. Et les Américains inventent quelque chose d'extraordinaire. C'est alors que l'industrie militaire se convertit en industrie civile, elle ne sait faire que du reproductible et donc du standard. Il faut donc inventer quelque chose qui va faire croire que des produits semblables sont différents. Ça fonctionne parfaitement bien et la machine économique est relancée et nous connaissons tous le phénomène de croissance des 30 glorieuses. Je vous donne un chiffre, la consommation a été multipliée par 3 de 1960 à 2007. Ce qui s'est passé, c'est que le phénomène du marketing, effectivement, et de la consommation s'est emballé avec quelque chose sur lequel on reviendra peut-être tout à l'heure, qui n'est pas un sujet de pouvoir d'achat, mais de vouloir d'achat. C'est-à-dire que tout s'est mis à vibrer, pour prendre une métaphore musicale, et malheureusement, la ville qui doit accueillir la marque, moi j'ai une conviction, comme on va être un peu pressé, parce qu'on a un train avec Pauline à 17h18, et voilà, on est tous pressés, donc je vous prie de nous excuser, donc on va être obligé de prendre des raccourcis. Eh bien, le raccourci, c'est de dire la marque, la ville a besoin de la marque, mais on sait bien que les marques ont envahi les villes et il suffit de voyager un peu pour se rendre compte que les rues ou les avenues de LED hurlant posent un véritable problème d'aménagement et d'acceptabilité dans les territoires et donc dans les villes. Voilà. Donc ce que je défends, c'est l'idée que d'abord l'espérance n'est pas une option. Moi j'ai entendu beaucoup de choses qui relèvent d'apocalypse. Alors on sait bien qu'apocalypse c'est ce qui se cache dessous et c'est donc une révélation. Et donc la révélation de l'apocalypse qu'il nous revient de faire émerger, et Alain l'a dit avant nous, c'est de changer les choses par les usages et les comportements. Je vous donne un dernier chiffre, 78% des jeunes de 18 à 30 ans ne veulent pas vivre dans notre monde. Voilà. Merci beaucoup pour cette première intervention. Carlos Moreno, professeur à la Sorbonne, auteur du livre « Droit de cité de la ville-monde à la ville des quarts d'heure ». J'aimerais tout d'abord une précision, juste avant de vous faire réagir. La précision, c'est qu'est-ce que la ville quart d'heure? Juste pour que nous ayons tous exactement la même notion. Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de retrouver Pauline et Denis, on était ensemble tout à l'heure. On a bien vu que vous étiez complices. Oui, absolument. Et c'est important dans la vie.
Et oui, la ville des quarts d'heure est un concept que j'ai proposé pour la première fois lors de la COP 21, donc on est à la COP 26, donc il y a bientôt 6 ans, et qui propose dans la prolongation des propos que j'ai entendus tout à l'heure du président de la FFB Normandie, et de reformuler la manière de vivre dans nos villes aujourd'hui, d'abord orientée par les usages, pour proposer une ville multiservicielle dans laquelle on diminue notre CO2 parce que nos déplacements, en fait, se feront plutôt dans une proximité irriguée des services de nature diverses, proposant 6 choses fondamentales. Un habitat dans de bonnes conditions, donnant accès à des lieux de travail qu'on appelle décentralisés pour lutter contre les mouvements pendulaires, tout ce qui dépasse donc au-delà d'une demi-heure, des 40 minutes, donc dégrade la qualité de vie. Donc on appelle ça les travails décentralisés. Proposant du commerce de proximité, un circuit court et des choses plutôt des bonnes conditions qui relocalisent l'emploi, qui relocalisent l'activité. Quatrièmement, accès à sa santé physique et mentale avec un suivi également dans une proximité qui permet donc d'être dans la prévention et non pas quand c'est trop tard. Accéder à la culture, accéder à tout ce qui nourrit l'esprit également et pouvoir se prélasser donc dans des bonnes conditions avec la nature, avec la biodiversité, avec un air non pollué, avec de la végétalisation, avec de l'espace public dans lequel on peut être avec ses enfants, avec les personnes âgées. On appelle ça les 6 fonctions sociales urbaines ou territoriale de la proximité. Une proximité qui irrigue ainsi des services, permet d'être accessible à pied ou en vélo quand on habite dans des zones compactes. Quand on est dans des zones à moyenne et faible densité, on appelle ça les territoires de la demi-heure, parce qu'il faut se déplacer en introduisant l'élément de la voiture. Voilà, on appelle ça une ville polycentrique, une ville multicentrée, multi-usage, multiservice. Merci beaucoup pour cette définition et du coup ce concept que nous pouvons partager. Monsieur Gancel, vous avez dit on arrive à un cul-de-sac, si j'ai bien compris, et vous ajoutez, Monsieur Moreno, moi je propose un concept. Attendez, c'est avec ça qu'on s'en sort, parce que le dernier chiffre que vous venez de nous donner, Monsieur Gancel, c'est 79% des jeunes disent « Non, moi, de cette ville-là, je n'en veux pas ». On fait comment pour accéder à votre ville quart d'heure, alors que pour l'instant, nous sommes sur un simple refus? Ah ben, c'est pour tous les deux, hein. Débrouillez-vous avec la question. Oui, merci pour la question. Moi, je propose une approche vaccinale. C'est de soigner le mal par le mal. On a beaucoup dit, on vient de le dire d'ailleurs, que la consommation s'était emballée avec une sorte de paroxysme avec Frédéric Becbédé qui, en 2000, écrit un livre, 99 francs, où il dit « Je vous empêche de penser, le terrorisme de la nouveauté me sert à vendre du vide ». Voilà, best-seller. Oui, tout à fait. Et là, on touche le fond. On touche le fond de cette explosion d'un consumérisme qui fait que beaucoup parlent en ce moment d'une économie de la consommation qui a remplacé l'économie de la production. Votre question, c'est comment on en sort? Oui. Eh bien, moi, je propose une approche vaccinale, c'est-à-dire qu'on va en sortir par la consommation. Et si vous me laissez une minute, je vais vous essayer de décrire ce qui est en train de se passer, parce que je pense que ce qui est en train de se passer est complètement historique. Nous sommes au tout début du XXIe siècle, et le roi est mort, vive le roi. Le roi qui est mort, c'est le roi du consommateur d'hier, c'est-à-dire nous, nos parents, nos grands-parents, avides de nouveautés, et avec une hystérisation folle du vouloir d'achat qui déclenche quoi? La frustration et la violence. Les Français, étude d'il y a 8 jours, considèrent que le pouvoir d'achat se dégrade, alors qu'objectivement, le pouvoir d'achat a augmenté sur toute une période. Et donc, il y a un décalage entre le pouvoir d'achat et le vouloir d'achat. J'en viens au roi est mort, vive le roi. Quel est ce nouveau consommateur? Et toutes les études, et nous menons des études sur ce qu'on appelle le contributing, qui pourrait heureusement remplacer le marketing, c'est-à-dire d'être dans une économie de la contribution si chère à Bernard Stiegler. L'idée consiste à dire le consommateur, qu'est-ce qu'il veut aujourd'hui? D'abord, il a compris un truc, c'est que la consommation était source de progrès de la société devant les exécutifs, devant le président de la République, devant les entreprises. Et donc il dit, je vais m'en occuper dans une égologie citoyenne, je dis bien une égologie citoyenne, c'est-à-dire le bonheur privé versus le malheur public.
on pourrait développer parce que c'est tragique pour le tissu social français qui est fracturé, défiant et inquiet. Non. Fort de ça, le consommateur il dit je m'en occupe, je vais encourager les marques citoyennes et celles qui ne seront pas au rendez-vous, je vais les dégager. 84% des consommateurs français, entendez-moi bien, disent les marques et les entreprises qui ne seront pas au rendez-vous des nouvelles exigences, nous les dégagerons. Voilà. Et enfin, le consommateur, il propose son aide. Il dit, moi, je suis prêt à collaborer. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, j'ai un outil extrêmement puissant, qui est ce que j'appelle le clic assassin. C'est que là où autrefois, le consommateur pas content, tout le monde s'en moquait. Aujourd'hui, le consommateur pas content, on le prend en compte, ce qui impose une mutation complète des entreprises et des marques, y compris dans les villes, c'est de devenir côte à côte et d'arrêter tout rapport en surplomb. Merci beaucoup. Pauline Pons, vous êtes historienne de l'art. Y a-t-il eu dans l'histoire des moments où les villes ont vibré de telle sorte qu'elles ont été tellement attractives, je ne dis pas peut-être trop, mais très, très, très attractives? Ah bah oui, ça, il y a pas mal d'exemples, mais ça s'est passé évidemment au XIVe siècle et au XVe siècle, quand je vous entends. La città ideale, la ville idéale, florentine, et puis avant à Sienne d'ailleurs. Et je ne sais pas si je peux projeter quelque chose avec Normalement, ça devrait fonctionner, nous y voilà. Ah, oui. Voilà. Voilà une vision de Florence au début du Quattrocento, qui traite certes d'un sujet religieux, il s'agit des miracles accomplis par Saint Pierre, mais qui donne, comme vous pouvez le voir, à la place toute son importance, et en l'occurrence à ces bourgeois qui la traversent et qui sont comme le symbole de cette ville qui se porte bien, parce qu'elle a développé son commerce et aussi son pôle d'attractivité. Alors lequel est-ce au début du Quattrocento? C'est celui en l'occurrence là de la mode. Est-ce que vous les voyez, ces deux élégants là au milieu, très beaux dans leurs atours? C'est une des attractions de Florence. Il y en a d'autres bien sûr, mais on va venir du monde entier connu, entre autres pour chercher ces beaux tissus et rencontrer de magnifiques artistes qui sont largement soutenus par ce qu'on appelle le mécénat humaniste, qui est un partie prenante vraiment de l'essor international de cette ville. Nous sommes florentins, nous sommes chefs d'entreprise, nous vivons à Florence. Est-ce que Florence est une marque? Si moi je suis en dehors de Florence et que je suis chef d'entreprise, je vais à Florence juste pour respirer la ville parce qu'elle est très attractive. Oui ou non? Oui, Thierry. Oui, il faut que j'aille voir ça. Il faut que tu y ailles, il faut que tu y rencontres les plus grands artistes, il faut que tu bénéficies de cet art de vivre. Quand les Allemands vont descendre à Florence, ils vont avoir l'impression de tomber sur le paradis, littéralement. Il y fait bon vivre. Mais en attendant, voilà, il y a un art de vivre extraordinairement développé dans cette ville qui accorde, je le tiens à le dire ici aujourd'hui, au commerce une importance fondamentale depuis le XIIe siècle et au libre-échange, bien sûr. Monsieur Moreno, peut-on s'opposer à l'envie ou à l'attractivité par un concept, aussi beau soit-il, parce que votre concept est magnifique, mais si la ville est attractive, si mon Dieu, il y a une vibration, comme disait monsieur Gancel, j'y vais, non? Vous savez, ce qui me fait vibrer par rapport à ma recherche, je ne sais pas, le concept, c'est voir quand entre 1 et 5 et 8% de mes concepts deviennent une réalité. C'est ce qui est en train de se passer. La ville des quarts d'heure est devenue aujourd'hui quelque chose de portée mondiale. Donnez-nous une ville, donnez-nous un exemple du coup, monsieur. Et donc, des exemples, il y en a beaucoup. Je vais vous donner 2 chiffres qui vous ramènent à la réalité de nous tous, chacun, y compris par rapport à vous, entrepreneurs. Aujourd'hui, de manière générale, quels que soient les lieux, entre 6h30 du matin et 8h30 du matin, 70% de la population active s'élève tous les jours pour aller passer la journée dans moins de 10% du territoire dans lequel ils pernoctent, entre leur lieu d'habitation et plutôt entre 80 et 5 km. Vous avez un entonnoir de 70% des gens qui font ces déplacements pour rester 10%. Et le soir, ils font le mouvement inverse. C'est absolument pas terrible comme
fonctionnement des villes. Deuxième élément qu'il faut corréler avec les premiers, les centaines de milliers de bâtiments qui sont construits dans nos villes. Vous les prenez un par un, leur taux d'usage journalier est de 30 à 40%. Et pourtant, ils sont construits, payés, amortis, entretenus, etc. Si je retourne dans ces chiffres-là, ça veut dire qu'un bâtiment est fermé entre 60 et 70% de son temps utile, parce qu'il ne sert qu'à une seule chose. Troisième élément, vous prenez n'importe quelle personne au hasard par rapport aux villes, c'est extrêmement rare qu'il sache qui habite en dessus, qui habite en dessous, qui est le voisin, qui est la voisine, qui est les personnes qui sont en face. Ces trois éléments-là constituent le cœur des transformations urbaines que nous sommes en train de vivre dans beaucoup de villes dans le monde, que ce soit à Nantes, à Mulhouse, à Triport, à Ottawa, à Melbourne, Bogota, à Buenos Aires, et j'en passe, parce qu'on a trois éléments majeurs qu'on va transformer. On va transformer le rythme de vie. Ce n'est pas viable qu'on fasse tous les jours 1 heure et demie aller, 1 heure et demie retour, et uniquement pour aller dans un endroit, voir ses chefs, dire bonjour, merci, et ensuite retourner. 2, on est en train de faire de telle sorte que chaque lieu ait plusieurs usages. Qu'une discothèque, vous vous rendez compte, elle n'est ouverte que jeudi, vendredi et samedi, dans les meilleurs des cas, de 10h à 3h du matin. Donc on est en train de transformer l'après-midi des discothèques en salle de sport des quartiers. Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut juste un coach, la musique elle est là, la zumba elle est là, on fait du sport. Et on crée de l'attractivité entre les jeunes et le quartier. Et donc on crée de la valeur économique à partir du vide. Parce que le lieu est vide l'après-midi, on crée la valeur économique parce qu'on paye un café entre 17h et 20h, il y a peu de monde. Qu'est-ce qu'on est en train de faire ? À partir de ces vides-là, on crée de la valeur parce qu'on les transforme en cours de langue. Et on sait que les Français, c'est un petit peu pas trop leur truc. On crée à partir du vide, de cet espace qui est vide, de la valeur avec des cours de langue. Les gens ils arrivent avec leur veste et ils mettent ici sur le veston la langue qu'ils veulent pratiquer. Ils arrivent à 20 à 30, ils vont payer entre 2 et 6 euros. Ils consomment le cafetier, ils versent du surplus de consommation un pourcentage à l'association, qui paye 2 ou 3 coachs, qui se promènent. Et vous voyez, on a créé un cercle vertueux dans lequel tout le monde gagne, y compris de l'argent, plus de la valeur linguistique, plus des cafetiers qui vendent ses bières et ses vins rouges. À partir de quoi ? À partir du vide. La ville des quarts d'heure est les lieux dans lesquels on crée des interstices, là où il n'y a pas des intersections. À partir du vide, on crée de la valeur économique, sociale et écologique, parce qu'on se déplace en proximité. J'aime quand vous vous passionnez. Denis Gancel, je vous ai vu réfléchir, ça me fait peur, mais allons-y. Oui, moi aussi, ça me fait peur. 2-3 remarques. Merci, Carlos, et merci, Pauline. La première chose, c'est que je ne voudrais pas que dans ce débat, on oublie les villes dans les pays émergents et qu'on ait un tropisme bobo, ou je ne dis pas que c'est le cas d'ailleurs, mais un tropisme occidental. Je vous raconte une anecdote. Je rencontre le ministre de l'Éducation nationale de la Guinée-Conakry. Je lui dis comment ça va, qu'est-ce qui se passe. Vous pouvez me parler de votre pays que je connais un peu. Il me dit, bon, d'abord, on a un énorme problème de déficit de manuels scolaires. On a des classes de 150 enfants et on a 2 livres par classe. Donc je prends la mesure de ce qui se passe dans ces villes où l'économie informelle, je parle de Conakry, c'est 50% de l'économie de la ville. C'est-à-dire non bancarisée, non fiscalisée, sans protection sociale. La réalité de beaucoup de villes dans les pays émergents, c'est celle-là. La deuxième chose, il me dit, il faut absolument arrêter la désertification et l'urbanisation de mon pays. Ah, je lui dis, ah bon, pourquoi, quel est le problème ? Il me dit Manchester United. Je lui dis, comment ? Il me dit, les jeunes savent très bien, parce qu'il y a des cafés internet un peu partout avec des groupes électrogènes, ils connaissent très bien les matchs de la Champions League et de la Ligue européenne, et ils veulent aller au groupe électrogène, et donc ils vont à la ville pour voir les matchs. Et il dit, c'est épouvantable. Voilà. Et du coup, il y a toute une réflexion qui est un peu out of the box, comme on dit, intéressante. C'est pour ça que les travaux d'Elon Musk sur les orbites basses, l'idée étant de fixer les populations. On le disait ce matin dans la masterclass, il faut habiter quelque part pour être partout chez soi. C'est une folie de croire que les 7,5 milliards d'habitants sur Terre bougent. Savez-vous qu'il y a 18% de la population mondiale qui quitte son pays d'origine ? Faites le calcul. Le reste ne changera pas et ne sortira pas de son pays d'origine. En tout cas, ce sont les chiffres depuis 50 ans.
Nous, on pense que tout le monde bouge. Alors bon, on a été un peu arrêté pendant 2 ans, et puis on va se remettre. Non, c'est toujours les mêmes qui bougent. Voilà. Donc, il faut faire attention, il faut élargir, de mon point de vue, géographiquement, le propos. La deuxième chose, si vous me permettez, et je termine, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Comme dit ma fille, il faut se faire plaisir. Et Alain l'a dit tout à l'heure. Pour que ça change, il faut que le consommateur, je l'ai oublié de le dire tout à l'heure, il ne renonce pas à l'hédonisme. Et donc c'est une responsabilité énorme pour tous les créatifs et pour tous ceux qui sont tenants du récit et de l'imaginaire. J'ai beaucoup aimé que Pauline tout à l'heure parle de Picasso qui s'est confiné pour créer. Eh bien, le confinement est une bénédiction pour nous tous. Parce que j'espère qu'on va être inventif et on va pouvoir créer, mais de grâce, il nous faut créer joyeusement et prendre l'option joyeuse et attractive pour donner de la désirabilité à la location, au réemploi, à la réparation. Tout ça est un territoire magnifique pour tous les créatifs de ce pays. Ce que j'entends à travers vos propos, vous désignez plusieurs acteurs. À plusieurs reprises, Denis Gancel, vous avez désigné le consommateur comme étant un acteur extrêmement responsable. Je n'ai pas entendu votre acteur, Carlos Moreno. Je devine qu'il peut être privé, qu'il peut être public. Confirmez-moi. Bien sûr. Le secteur privé, comme ça a été dit tout à l'heure par la Fédération française des bâtiments, qui sont des acteurs majeurs. Les citoyens, je vous raconter une anecdote, parce que je suis né en Colombie, comme on l'entend, donc par mon accent, donc les pays émergents, j'en connais, je travaille énormément, et également en Afrique. Et je vais vous dire une anecdote par rapport aux citoyens et les rapports avec les pouvoirs publics. Denis le sait, ce sont des villes un peu chaotiques, la moitié de la ville est informelle. Bogota, c'est 7 millions d'habitants. Un seul quartier, c'est 3,5 millions, issus de rien. Donc, ce qu'on appelle l'équivalent de bidonville, voilà. Et donc, imaginez-vous qu'avec donc, le concept de la ville des quarts d'heure, c'est-à-dire qu'on veut irriguer des services un peu partout pour avoir cette espèce de qualité de vie qui viennent s'améliorer, compte tenu de la difficulté des secteurs privés donc, à pouvoir s'impliquer dans un milieu politique dans lequel il y a énormément de corruption, et puisque ça fonctionne comme ça, la ville des quarts d'heure, en fait, j'ai été donc très étonné. Ça m'a ramené à quand j'étais jeune, je suis réfugié politique, je suis parti de l'Amérique latine quand j'avais 20 ans, parce que c'est utilisé, en fait, comme un élément de contestation et de protestation pour demander des services de proximité, parce que les gens ne les ont pas. Donc, pour accéder à la santé, il faut qu'ils fassent 1 heure. Pour accéder à des services de commerce, il faut qu'ils fassent 1 heure. Pour accéder à des lieux de culture, il faut qu'ils fassent 1 heure. Et donc, les gens s'organisent avec une espèce de contre-pouvoir pour demander des services de proximité. Ils défilent avec des pancartes. Nous voulons la ville des quarts d'heure. Je trouve que c'est un clin d'œil un peu particulier dans ces pays où ça devient donc un outil de contestation pour pouvoir exiger une meilleure dignité, une meilleure qualité de vie, des choses qu'on a perdues, notamment donc une proximité qui est une proximité malheureuse. C'est pour ça que je dis qu'il faut que nous allions vers une proximité heureuse dans laquelle on peut créer des services, on peut impliquer le secteur privé, on peut impliquer donc les services publics, une politique également locale avec ce que j'appelle les biens communs, qui est donc notre capacité à que le secteur privé et public puisse générer donc de l'intérêt général, c'est soustraire une économie spéculative tout en étant dans une économie de marché. Et c'est ça qui est intéressant dans ces pays émergents par rapport à la première question qui posait Denis, et qui offre en plus aux entreprises qui épousent cette voie-là la possibilité de créer des business et des sources de valeur qui sont extrêmement intéressantes et que j'encourage tout à fait. Merci beaucoup. Back to the future. Nous allons à Sienne, XIIe siècle. Enfin, c'est vous qui voyez, Pauline. Ma question est la suivante. Les princes de l'époque ont-ils, oui ou non, déjà réfléchi sur ce qu'est une bonne ville finalement, ce qu'est une ville agréable, une ville confortable, à la fois une ville attractive, mais qui ne soit pas étouffante, dans laquelle on garde, on conserve une qualité de vie? Ah bah oui, c'est même une question qui les anime. Donc je vais vous ramener un petit peu effectivement dans le passé, à Sienne. Vous connaissez peut-être cette fameuse place Piazza del Campo et ce Palazzo Pubblico magnifique où se livraient des conseils municipaux d'une certaine nature. En 1338, on appelle ça le gouvernement des neufs.
élisait des hommes parmi les citoyens de la ville pour décider des affaires de l'État. Et ma foi, ces hommes avaient à cœur de manifester leur attachement non seulement à leur ville, mais au bon gouvernement. Et c'est un peu unique dans l'histoire de l'art, cette ville portée par une envie collective, justement, d'épanouissement citadin. Et si vous regardez bien la fresque, j'ai fait un petit zoom, vous allez voir que c'est quoi une ville au XIVe siècle, la Sienne épanouie. C'est une ville où on parle, où on se rencontre, où on échange. Je pense que ça me prend même moins d'un quart d'heure pour certaines distances entre les maisons. Et où, au fond, chacun est à sa juste place. Hein. Ça a l'air de rien, mais vous allez voir les aristocrates qui passent derrière les demeures parce qu'eux, ils vont aller chasser. Et au premier plan, les artisans, le cordonnier, le maître d'école, etc. Et ça, c'est une volonté collective, c'est unique. Nous, on est en pleine féodalité à ce moment-là. Et si vous voulez, au XIVe siècle, là, il y a ce qu'on appelle la res publica, la république à Sienne, qui va être contemporaine d'un âge d'or artistique. Et ça, c'est mon domaine pour le coup, donc je suis très sensible à cette fusion entre les arts et le politique et la vie sociale et sociétale, nous dirions nous aujourd'hui. Tout ça est extrêmement équilibré et nous avons la version à la campagne, comme vous pouvez voir, les aristocrates qui partent à la chasse, c'est-à-dire qui ne font pas la guerre, et les autres qui cultivent les terres, qui vont nourrir évidemment les citadins. C'est la fresque du bon gouvernement, Thierry, c'est-à-dire c'est une fresque qui a été peinte dans un moment précis où la cité communale se sent en danger précisément parce qu'il y a une lutte entre les factions, et l'image est de ce point de vue-là très importante. C'est une sorte de propaganda fides, propager la foi dans le politique, dans le vivre ensemble, nous dirions nous aujourd'hui. C'est avant-gardiste, on ne peut pas trouver mieux comme illustration. Lorenzetti, c'était l'agence W de l'époque. Si on fait la propagande de l'époque. Exactement. Attendez Pauline, ne nous dites pas que nous avons fait 6 siècles pour en arriver là, c'est-à-dire à se dire on a oublié Sienne et Florence. Non, c'est ça. C'est ça qui s'est passé. Et puis, en l'occurrence, vous savez pourquoi, cher Thierry. Il faut le croire. Les banques ont fait faillite. Et l'État a fait le pari de renflouer les banques. Et le peuple, à ce moment-là, est tombé dans une sorte de pauvreté qui l'a fait décider, qui l'a fait mettre au pouvoir le tyran. C'est assez extraordinaire, ça fait méditer sur notre actualité. C'est-à-dire le peuple pour lequel la cité communale avait été créée a convoqué le tyran pour mettre fin à la disputatio, c'est-à-dire à ces échanges interminables, t'es d'accord, pas d'accord, mais qui font la démocratie. Et le peuple a mis le tyran sur le trône pour mettre fin à la disputatio. Merci beaucoup pour cette mise en perspective de l'histoire. Denis Gancel, vous avez, non pas un tweet, mais vous avez sur votre portable un document. Oui, parce que d'abord, je voudrais vous recommander la lecture du livre de Carlos, qui est formidable, où vous apprenez qu'évidemment, nous avons besoin de la ville pour le développement. C'est un tambour battant, une ville, et donc on n'a pas le choix, il nous faut réussir nos villes. Pour ça, il faut faire démentir Erasme. Donc ça, c'est une petite dédicace à ma voisine. Je suis au XVIe siècle. Oui. Et il dit « J'aperçois une ville et aussitôt un espoir renaît dans mon âme. » Il est content. Mais malheur à moi, point d'exclamation. Ici aussi, tout est divisé par la discorde. C'est un très beau texte d'Erasme sur la paix, parce que c'est un apôtre de la paix. Et donc moi, je ne me permettrai pas d'enchaîner sur Erasme, mais sinon pour dire que vous avez gentiment dit en introduction que je fais du jazz, et donc je travaille le jazz depuis 10 ans, 15 ans, à faire de l'improvisation. Et j'ai appris, avec mes maîtres et mes amis musiciens professionnels, à laisser de l'espace. Et je voudrais faire un plaidoyer en 10 secondes pour qu'on laisse l'espace dans la ville, et qu'on laisse l'espace dans nos entreprises. Donc moi, je me bats pour l'improvisation.
C'est-à-dire que je me bats pour réintégrer la créativité instantanée, sans PowerPoint, sans notes, sans Word, sans rien, de façon à ce qu'il se passe ce qui se passe dans la création artistique, c'est-à-dire le mimétisme à sa place, l'écoute à sa place, et cette magie exceptionnelle de l'être humain à vitesse neuronale de créer de façon instantanée. Et ça n'est possible qu'en laissant de l'espace et en développant un concept sur lequel je travaille, qui est la néoproximité, j'en termine. C'est-à-dire que le Covid nous a appris que la proximité ne venait pas de la proximité géographique. Voilà. On peut être à côté de chez soi, à côté de chez vous, et nul et pas attentif. Alors qu'il y a des gens qui ont montré qu'ils étaient très loin et attentifs. Et donc, ça, c'est une source d'espoir qui est développée dans le livre de Carlos, avec la 5G. À nous de nous emparer de ces objets pour les transformer, comme disait Simone Veil, en vecteurs d'attention. Je suis le détenteur de vos frustrations, Carlos Moreno. C'est votre dernière intervention. Si nous nous projetons sur un futur très proche et pratique, très pragmatique, avec tous les chefs d'entreprise qui sont ici, et en reprenant ce que vous venez d'applaudir, c'est-à-dire redonnons-nous de l'espace, redonnons-nous le temps simplement d'écouter et d'inventer. Allons-y. Et pour vous, demain, on fait quoi? Vous avez, avec les travaux que je mène sur cette proximité, qui sont au pluriel, les proximités, Denis vient de le dire, ce n'est pas uniquement de la métrique, de la distance, des centimètres, des kilomètres, c'est aussi celle qui s'est créée au travers le monde numérique, au travers la culture, au travers l'art. J'ai fait un plaidoyer pour que nos rapports entre l'espace urbain, public et privé, et le temps, puissent changer. Je vais saisir les mots très très beaux de Denis pour vous rappeler à vous tous et toutes qu'en fait chez les Grecs, et je l'ai dit dans mon livre, et c'est un des moteurs de mes propositions, de notre manière de vivre dans les villes. Chez les Grecs, le temps, il y avait 3 déifications du temps. Il y avait les temps calendriers, les chronos. C'est celui que nous avons hérité, les seuls qui nous sont restés. Mais il y avait 2 autres temps. Il y avait un éphèbe chauve avec une longue touffe qui s'appelait le kairos, qui était le temps de la créativité. C'est pour ça qu'en latin, c'est opportunitas. Et donc, c'est pour ça qu'on dit saisir une opportunité, parce qu'il était invisible, et quand il passait devant nous et que nous étions en temps de créativité, il apparaissait devant nous, on le prenait par sa touffe, il a des ailes, et il s'envolait avec nous. Il nous amenait ailleurs. Et il y a un 3e temps chez les Grecs, qui s'appelle également l'aion. Et les temps de l'aion, c'est les temps de l'immanence. C'est les temps de la mise en question par rapport au cosmos. C'est le temps de nous rendre compte que nous sommes des tout petits passagers d'une planète minuscule dans un cosmos énorme et que dans les meilleurs des cas, nous passerons peut-être une centaine d'années et ça sert à tout. Et que donc, il faut aussi se donner ce temps de réfléchir par rapport à qui nous sommes. Et chez les Grecs, donc, le temps de tous les jours, il était triple. Il y avait le chronos qui cadençait un certain nombre d'activités. Il y avait le temps de la créativité des kairos qui nous permettait effectivement d'accéder à une certaine connaissance, à un certain épanouissement, à l'improvisation que Denis évoque. Et il y avait les temps de l'immanence, celui qui nous permettait de nous faire humbles, de nous faire modestes et de nous ramener à notre seule condition qui vaille, des humains qui sommes aujourd'hui et dont chacun de nous peut disparaître juste dans quelques secondes d'après, ou dans 1 heure, ou dans 10 ans, ou dans 20 ans, mais dont l'éternité n'est qu'une chimère totale. Et donc, c'est pour ça que j'ai dit aux entrepreneurs, il faut que l'ici et les maintenant, ça soit un acte de vie. Et l'acte de vie de tous les jours, il doit être en même temps en prenant soin de la nature par rapport à l'écologie, en prenant soin de l'économie pour créer de la valeur qui soit accessible aux uns et aux autres, et en prenant soin tout simplement de l'autre, ce qu'on appelle de l'altérité, de voir l'autre à travers soi-même et ne pas être dans les rejets parce qu'il s'appelle Carlos, Leïla, Mohamed, ou qu'il parle bien ou mal telle langue, parce que finalement nous sommes tous les mêmes passagers de cette même terre, et donc nous avons aujourd'hui, ici et maintenant, entrepreneurs, chercheurs, historiens de l'art, marketeurs, à confluer sur la chose importante aujourd'hui, quelle qualité de vie maintenant pour que cette écologie, cette économie et cette sociale convergent, cette fois-ci, dans un vrai en même temps.
et non pas les uns après les autres. Mesdames, Messieurs, vous pensiez... Vous pensiez qu'avec ce regard croisé, on allait avoir des dissertations sur l'architecture, sur la façon de construire ou reconstruire nos villes. Vous avez vu que tous vos intervenants sont d'abord profondément humains, extrêmement humains, parlant simplement de rencontres, parlant d'inventivité de l'instant, d'écoute, d'harmonie, de vibration. Vous pensiez, Pauline, être la seule historienne à bord. Sur votre droite, voici la mythologie qui révèle beaucoup plus sur les hommes qu'elle ne parle des dieux. Et sur votre gauche, Erasme, insolent voyageur européen. Il a écrit plus de 10 000 lettres à cheval. S'agissant maintenant du XIIe et du XIVe siècle, que pourrait-il encore nous apprendre en conclusion de ce que nous voulons ou devons vivre? Si nous reprenons les Médicis, par exemple, comment ont-ils emmené leur ville vers le futur? Comment l'ont-ils rendue attractive et à la fois viable? Par la ruse. Par la ruse. Oui, tu sais que vous savez qu'il y avait Machiavel dans la cour des Médicis. Hein, on s'entourait bien chez les Médicis. Non, il y a évidemment la ruse et leur humanisme, au sens leur intérêt pour toute chose de l'esprit et toute chose de la connaissance. Donc je vais finir là-dessus, mais je pense à Laurent le Magnifique qui, tous les matins, avant de se livrer à ses affaires de banquier, de commerce, réunissait autour de lui une sorte d'académie dans laquelle on trouvait Machiavel, Pic de la Mirandole, Botticelli. Lui-même jouait d'un instrument, écrivait de la poésie, était sportif. Et donc, ce que nous ont légué les Médicis de ce point de vue-là, avant toute chose, c'est d'accorder dans leur vie d'hommes d'affaires ce temps justement pour la contemplation, pour mettre en commun quelque chose. Et ma foi, toutes les facultés humaines qui étaient les leurs, eh bien, ils les retrouvaient aussi décuplées chez tous ceux qu'ils protégeaient, au point qu'ils sont devenus leurs protégés, le symbole même de leur puissance. J'ai nommé Michel-Ange, bien sûr, à Florence. Merci beaucoup. Puis-je vous demander d'applaudir vos 3 intervenants. Merci beaucoup à tous les 3.